Bernard Bachelet, bonjour. Vous venez de publier un livre que voici. C'est un livre réellement excellent. Je me suis régalé à le lire et donc on n'est pas là simplement pour faire de la publicité, mais quand même, ça vaut le coup de le dire. Lisez ce livre. Bernard Bachelet, vous avez une très longue carrière de diplomate. Vous avez pris votre retraite l'année dernière, après avoir été à la tête des services de renseignement, la DGSE. Mais vous parlez de votre carrière de diplomate. Si aujourd'hui, avec votre expérience, vous aviez un seul conseil à donner au diplomate en chef, c'est-à-dire au chef de l'État, en quelque sorte, sur la base de vraiment cette carrière que vous racontez, qu'est-ce que vous lui diriez? Quelle est vraiment la leçon que vous avez tirée de votre longue expérience? D'abord, Jean-Dominique Merchet, bonjour et merci pour vos commentaires. Alors, je ne veux pas apparaître comme un donneur de leçons. Le président de la République apprend beaucoup. Il n'avait pas d'expérience en matière internationale et je trouve que, si je peux me permettre, qu'il se débrouille plutôt bien. La relance de l'Europe, je trouve ça courageux. Et ça ne manque pas de panache, compte tenu de l'état d'esprit de l'opinion, mais aussi d'un certain nombre de partenaires européens. Alors si j'avais un conseil, peut-être je dirais, écoutez vos diplomates, parce que le président de la République, tout talentueux qu'il soit, a besoin de ses diplomates, a besoin de s'appuyer sur un ministère des Affaires étrangères fort. On ne peut pas faire une diplomatie forte avec un ministère des Affaires étrangères faible. Je le dis d'autant plus que maintenant, tout cela est un peu derrière moi. Et puis je dirais aussi, écoutez la DGSE, bien sûr. Je crois qu'il le fait, mais je pense que c'est le conseil que je donnerais. D'accord, merci. Alors, vous êtes d'abord un spécialiste du monde arabo-musulman, pour aller vite. Vous avez servi en Algérie, en Syrie, à Kaboul, en Afghanistan, à Bagdad, mais également dans les Balkans, à Sarajevo. La Syrie, c'est un pays que vous connaissez très bien, notamment parce que au début de votre carrière, vous y avez rencontré personnellement Bachar el-Assad. D'abord, racontez-nous en deux mots quels étaient vos liens avec cette famille Assad. Et puis, au-delà de ça, on a un grand sentiment d'échec sur la politique de la France en Syrie. Et en même temps, vous dites qu'il n'y en avait pas d'autre possible, qu'on a sauvé l'honneur. Racontez-nous. Oui, alors, la famille Assad, je l'ai en effet bien connu, puisque j'ai connu le père comme jeune diplomate, il m'impressionnait. J'ai connu son fils aîné, qui aurait dû normalement lui succéder. Même, je peux dire que nous étions amis, nous étions assez proches, grâce au cheval. Et c'est à cette occasion que j'ai rencontré... Grâce au cheval, c'est-à-dire Bassel Assad était un cavalier émérite, notamment en saut d'obstacles. Il gagnait tous les concours, et pas seulement parce qu'il était le fils du président. Donc ça a créé des liens entre nous, et c'est à cette occasion que j'ai rencontré par hasard Bachar, qui venait applaudir son frère, qu'il admirait beaucoup. Voilà. Alors, et je crois qu'en fait, Bachar doit son poste au fait que son frère a été tué, s'est tué dans un accident de voiture. Et c'est lui que Hafez el-Assad a choisi parmi les trois autres, parmi les trois frères survivants. Et de toute évidence, il n'était pas fait pour ça. Il n'était pas fait pour ça, ce qui peut expliquer de sa part à la fois une certaine brutalité, une certaine maladresse et une absence de fiabilité vis-à-vis de ses interlocuteurs. Ce qui n'était pas du tout le cas du père, c'est un homme dur, mais un homme qui était prévisible et sur la parole duquel on pouvait compter quand il la donnait. Bon. Maintenant, oui, échec dans la mesure où la France n'a pas réussi à obtenir ce qu'elle voulait, c'est-à-dire une transition politique en douceur. La France a été marginalisée, mais pouvait-elle avoir une autre politique que celle qu'elle a eue? Je ne crois pas. La France a soutenu l'opposition, et je le précise, l'opposition modérée. Nous avons été extrêmement sélectifs dans le soutien que nous avons apporté
à l'opposition, Kurdes compris, et ce sont les Kurdes que la France a aidés bien avant les États-Unis, eh bien, on n'aurait pas pu vaincre Daesh. Mais la France a sauvé l'honneur, oui, parce qu'elle a refusé de se compromettre avec un régime qui s'est distingué par ses crimes, des crimes de guerre, l'utilisation de l'arme chimique à plusieurs reprises, même après le démantèlement de l'arsenal chimique, mais aussi par le bombardement de populations civiles avec des barils d'explosifs. Donc qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça aurait signifié de ne pas être marginalisé? Ça aurait eu un coût. Ça aurait voulu dire que la France aurait tenté de trouver un compromis avec le régime de Bachar el-Assad, et pour tout ça dans l'espoir d'obtenir de juteux contrats pour la reconstruction. Non, c'est pourquoi je pense qu'il n'y avait pas tellement de solutions. D'ailleurs, Emmanuel Macron, après son élection, s'est étonné de l'absence de contact avec le régime, de cette marginalisation de la France. Il a annoncé une inflexion, et cette inflexion, en réalité, n'a pas eu vraiment lieu, parce qu'il s'est rendu compte que Bachar n'était pas quelqu'un sur la parole duquel on pouvait compter. Le président Macron a fait une ouverture qui a été rejetée immédiatement par Bachar, ce qui montre, à mon avis, un manque d'intelligence politique dans cette affaire, ce après quoi le président de la République a déclaré que la place de Bachar, c'était devant un tribunal international. Vous avez été en poste dans 2 pays, l'Irak et l'Afghanistan, qui ont été des pays où l'intervention américaine a beaucoup changé la donne. Si on fait le bilan de ces interventions américaines et occidentales dans ces 2 pays que vous connaissez bien, quel est-il à vos yeux? Le bilan apparaît a posteriori plutôt négatif. Alors, dans le cas de l'Irak, personne ne va défendre le régime de Saddam Hussein. La France elle-même avait pris ses distances. Il ne faut pas oublier d'ailleurs que c'est Saddam Hussein lui-même qui avait rompu les relations diplomatiques en 1991, après l'invasion du Koweït, quand le président Mitterrand a décidé que la France s'associerait à la coalition à cette époque-là. Donc la France, contrairement à ce que ensuite les Américains ont essayé de faire croire, la France ne soutenait pas le régime de Saddam Hussein. Au contraire, Chirac avait envoyé un émissaire, Bertrand Dufourcq, en Irak, pour dire que la France souhaitait épargner des bombardements au peuple irakien, mais qu'elle ne soutenait pas pour autant le régime, et que le régime devait se plier aux résolutions de l'ONU, notamment en matière de démantèlement de l'arsenal de destruction massive. Mais on constate a posteriori qu'au-delà de la quantité de victimes, y compris victimes civiles, et d'abord des victimes civiles que ce conflit a faites, les Américains ont mis en selle durablement l'Iran dans la région. Enfin, ils ont, sous prétexte de faire triompher la loi de la démocratie, qui est la loi de la majorité, mis au pouvoir les chiites, qui ont une majorité relative ou au mieux une légère majorité absolue. Bon, peut-être était juste, mais les chiites en fait ont quasiment accaparé le pouvoir, et ceci a été à l'origine également en partie de la prospérité des mouvements terroristes, Al-Qaïda puis Daesh. En Afghanistan, on constate, après 13 années de présence occidentale, que les problèmes de base sont toujours là. C'est la drogue, puisque l'Afghanistan est le premier producteur d'opium et d'héroïne dans le monde, et maintenant le premier ex-aequo de cannabis. On constate que les talibans chassés du pouvoir sont maintenant aux portes de Kaboul. Ils contrôlent 40 ou 45%, on ne sait, du pays, aucune capitale provinciale pour le moment. Donc en effet, on peut être amené à s'interroger sur la pertinence des interventions occidentales ou pas d'ailleurs, parce que les Russes n'ont pas mieux fait en leur temps. Et l'intervention russe aussi en Syrie laisse énormément de questions ouvertes. Pensez-vous
au regard des postes que vous avez occupés dans la diplomatie, mais aussi dans le renseignement, que la France est souvent trop proche, voire dépendante de la politique américaine? Alors j'ai pensé qu'elle l'était excessivement, en tout cas dans le domaine militaire, notamment lors de l'intervention en Irak, où j'ai trouvé que la France, au fond, était sur un strapontin. L'intervention en Irak. Quelle intervention en Irak? L'intervention en Irak qui a fait suite contre Daesh. Contre Daesh, à partir de 2014. Très bien. Où j'ai trouvé que, puisque la France avait refusé très fermement de s'associer à l'intervention de 2003. En revanche, en 2014, la France a concouru à l'intervention américaine contre Daesh. Je ne dis pas qu'elle n'aurait pas dû le faire, mais je pense qu'elle aurait pu le faire dans des conditions de plus grande autonomie, en coopération, bien entendu, avec les États-Unis. Et là, j'avais le sentiment, du point d'observation privilégié, qui était le mien et un peu plus, que la France devait se contenter d'un rôle de supplétif. Or, ce n'est pas du tout la façon dont je conçois le rôle de notre pays. Ensuite, quand il s'est agi d'étendre l'action de la coalition en Syrie, le président Hollande y était d'abord réticent pour différentes raisons. Pour ma part, j'étais favorable parce que la principale menace terroriste contre la France venait, pas exclusivement, mais elle venait d'abord de Syrie, donc c'était tout à fait légitime. Et pour ma part, je plaidais pour que cette intervention ne se fasse pas sur le même modèle que le modèle irakien, c'est-à-dire que la France coopère étroitement avec les États-Unis, avec la coalition, mais sur une base autonome. Bernard Bajolet, merci beaucoup. Le soleil ne se lève plus à l'est chez Plon. Merci beaucoup.